Bonjour à toutes et tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire animé avec Stratasys autour de l'impression 3D CMF. Donc, en attendant que tout le monde se connecte, ce que je vous propose, c'est de répondre à quelques petites questions de sondage. Donc, je vais vous les partager et puis vous pourrez répondre en fait directement sur votre écran, donc en cliquant sur les réponses choisies. Donc bonjour à tous, Anaïs Martin de Stratasys. Je m'occupe du marketing pour Stratasys. Ces petites questions, ça nous permet de voir qui on a aujourd'hui sur le webinaire, savoir ce que vous connaissez déjà au niveau conception, que ce soit du design industriel pur et dur ou de la conception plutôt engineering. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre, c'est juste pour voir un petit peu qui on a aujourd'hui. Donc pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, on va démarrer dans quelques instants. Et en attendant, on vous propose de répondre à 2-3 petites questions de sondage, pour nous permettre un petit peu de savoir quel sera le public de ce webinaire. Alors, voyons voir les résultats. Daphné, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a quand même 67% de personnes aujourd'hui parmi les participants qui travaillent dans le design industriel. Donc, ça, c'est intéressant. Et 33% qui sont plutôt sur du prototypage, de l'outillage, donc quelque chose de plutôt conception, on va dire, engineering industriel. Donc, ça, c'est assez intéressant. Une autre petite question un petit peu pour cerner votre utilisation de l'impression 3D. Ouais, donc ça, ce qui est intéressant pour nous de voir, c'est que, par exemple, parmi les 67 personnes qui sont plus dans peut-être dans l'approche de modèles ultra réalistes, de produits vraiment, que ce soit des produits consommateurs, automobiles, électroniques, j'en passe, savoir un petit peu voilà. Est-ce que vous avez déjà eu recours à l'impression 3D et selon les secteurs, on a des réponses assez différentes. Donc, c'est intéressant aussi pour nous, autant que pour Alizé Plasturgie, de découvrir un petit peu votre approche des choses, si vous avez déjà utilisé l'un ou l'autre, ou pas du tout, ou si c'est vraiment une découverte pour vous. Alors, voyons voir. Ouais, donc une majorité de vous connaissent l'impression monocouleur. Donc, je pense que ce webinaire va être assez intéressant pour vous. En tout cas, c'est intéressant de voir que tous les participants ont eu recours à l'impression 3D. Ok. Ok, très bien. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence un petit peu sur le webinaire et puis les personnes qui vont nous rejoindre pourront prendre en cours de route. Là, pour le moment, on va simplement donc introduire un petit peu avec les modalités de webinaire. Donc voilà, juste pour vous dire qui je suis, donc Daphné Cucumel du service matériothèque d'Alizé Plasturgie. Donc pour vous rappeler un petit peu quelques infos pratiques, donc le webinaire il va durer environ 40 minutes et on prendra le temps de répondre à vos questions. Donc pour ça, je vous invite directement à les poser depuis l'onglet questions qui est dédié. Comme ça nous permet en fait de les voir tout au long du webinaire et de répondre en live en fin de session. Le replay et la présentation seront accessibles donc sur notre site, comme d'habitude. Donc vous pouvez évidemment le revoir après le webinaire. Et puis, je vous invite également à nous partager vos retours, vos suggestions, vos commentaires pour qu'on puisse un petit peu avoir un avis et puis savoir comment orienter de prochains webinaires. Donc, je vous invite à partager tout ça via l'enquête que vous allez avoir en fait à l'écran directement après le webinaire. Donc aujourd'hui, Stéphane Rodriguez, qui est chargé de projet fabrication additive, va animer donc ce webinaire et il est accompagné d'Adrien Brunet de Stratasys, qui est ingénieur application et qui pourra vous parler plus en détail en fait de la technologie CMF. Pour vous rappeler un petit peu le programme du jour, donc nous on va simplement vous faire un petit rappel sur la plateforme de fabrication additive, ce qu'on propose, ce sur quoi on peut vous accompagner. Puis on laissera en fait la main donc à Adrien pour vous faire un rappel sur le fonctionnement de la FDM et sur PolyJet. Et ensuite, il fera un focus vraiment sur l'aspect design.
Donc à la fois voilà, pour montrer que le design est partout, pour montrer les défis du prototypage, ce qu'est l'impression 3D CMF, les avantages, le fonctionnement vraiment en détail. Et puis, il fera aussi un panel en fait, de cas clients pour vous montrer des applications concrètes. Simplement pour rappel, donc Alizé Plasturgie, c'est un syndicat des plasturgistes qui rassemble un peu plus de 900 adhérents pour lesquels on propose donc divers services d'accompagnement, donc que ce soit des services juridiques, des services d'intelligence économique, de HSE, ou avec la matériothèque et la plateforme de fabrication additive. Donc en fait, sur la plateforme, on a vocation donc à accompagner et à conseiller les industriels sur les technologies à travers des sensibilisations, à travers de l'aide au développement d'outillage, par exemple, ou sur du conseil sur différentes étapes. Donc pour ça, on s'appuie sur une quinzaine d'équipements qui sont présents dans la plateforme et sur un réseau de partenaires. On a aussi développé une veille stratégique et on organise régulièrement des journées techniques ou des webinaires comme celui-ci pour démocratiser de plus en plus la fabrication additive dans la plasturgie. Donc je vais laisser la parole à Stéphane qui va vous rappeler un petit peu les formations de fabrication additive. Bonjour à tous, je vais te laisser continuer parce que j'ai un petit problème d'écran. Je vous ferai juste après un petit retour sur de quelle façon on utilise nous les technologies PolyJet et Stratasys en général pour vous donner aussi un peu d'inspiration et des idées de projets éventuellement. Du coup, je te laisse juste passer sur la formation et je reprends la main. Oui, bien sûr. Pas de souci. Donc pour vous expliquer un petit peu, on propose plusieurs formations donc au sein d'Alizé. Donc, on a des formations qui sont plutôt de niveau 1, donc qui vont plutôt être dédiées à de la sensibilisation sur les technologies de fabrication additive ou alors de la conception. Ensuite, pour des niveaux un petit peu plus poussés, on passe sur de l'optimisation topologique de pièces ou alors des formations vraiment précises sur certains procédés, le procédé filament, procédé résine, procédé poudre, où là, on fait vraiment des focus sur chacun. Après, on a aussi une formation pour contrôler les pièces qui sont issues de fabrication additive. Et en complément, en fait, on a d'autres formations qui sont plus spécifiques, comme de l'impression métal, et de la conception d'outillage. Donc, toutes ces formations, elles sont dispensées par le biais du CFP, donc notre conseil formation plasturgie. Et on en propose également à destination des étudiants pour leur faire découvrir aussi toutes les technologies de fabrication additive. Dernièrement, on a développé aussi pas mal de formations en ligne pour vous proposer de monter en compétences sur ces technologies qui sont vraiment actuelles. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter en tout cas si vous avez un besoin de formation. C'est vrai qu'on en propose plusieurs pour que ce soit assez transversal et adapté à tout niveau. Donc notre plateforme de fabrication additive, elle dépend d'un programme d'investissement d'avenir par lequel elle est financée, donc par l'État et puis la région Rhône-Alpes. Nous avons également intégré depuis quelque temps un programme en fait qui s'appelle Industrie du futur. Donc ce dispositif, il nous permet d'avoir un financement de la part de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour toutes les PME en fait qui souhaitent avoir des prestations liées à la fabrication additive, comme de l'initiation ou du conseil, de l'aide au choix. Elles peuvent avoir un financement de la part de ce dispositif à hauteur de 50% de la prestation. Voilà, donc si vous avez besoin d'avoir justement un accompagnement plus précis, n'hésitez pas à nous solliciter puisque si vous êtes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous pouvez avoir un financement des prestations. Donc je vais maintenant laisser la parole à Adrien pour vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ok, super Daphné, merci. J'ai juste un petit problème pour voir la présentation. J'ai encore le sondage sous les yeux, malheureusement. Moi aussi. Alors, est-ce qu'il faut que je fasse... Ça y est. Ok, parfait. Ça y est. Ok. Ok, super. Bon, bah, bonjour à tous. Donc, je suis très ravi d'être présent avec vous pour ce webinaire donc sur le design réaliste et l'ingénierie avec la technologie PolyJet.
Je suis Adrien Brunet, ingénieur d'application chez Stratasys. Donc, comme l'a rappelé Daphné, je vais d'abord commencer par présenter les technologies de Stratasys. Donc, il y en a deux pour le moment. La technologie PolyJet, qui a été historiquement développée en Israël, et la technologie FDM, dont Scott Crump est l'inventeur dans le Minnesota, qui a inventé ça en 1989. Donc, plus de 30 ans d'expérience chez Stratasys dans la technologie FDM. Donc, qu'est-ce que c'est? Je vais quand même revenir un peu sur la technologie, même si je pense que c'est la technologie d'impression 3D la plus connue et que tout maker a et que connaît. Mais en gros, qu'est-ce que la technologie FDM? Ben, c'est l'extrusion de thermoplastique. Donc, il y a une buse pour l'extrusion de thermoplastique qu'on appelle le matériau modèle et une buse d'extrusion de support. Donc, puisque tout ce qui a un angle de plus de 45 degrés va devoir être supporté, tout ce qui est au-dessus est auto-supporté. Donc voilà, on est sur de la monomatière et on va avoir beaucoup d'applications orientées vers l'outillage, mais aussi de la pièce finie. Si vous voyez un peu la gamme de machines qu'on a en bas, ça va de la plus petite machine qu'on appelle les F1, 2, 3, qui vont très bien s'adapter à un environnement de bureau, jusqu'à des machines industrielles qu'on appelle la gamme Fortus, c'est les 3 machines que vous voyez sur la droite, qui elles sont faites en fait pour des pièces beaucoup plus grosses. Donc on va avoir un volume par exemple sur la F900, sur la plus grosse machine, qui est de 900 par 900 par 600, donc on est à presque un demi-mètre cube. Et là, on a des cas d'application, par exemple chez Siemens ou dans l'aéronautique aussi, chez Airbus, par exemple le dernier A350, qui a plus de 1000 pièces qualifiées en vol. Et l'idée aussi, c'est que Stratasys est présent sur cette technologie et l'inventeur de cette technologie depuis 30 ans. Et donc, toute l'expérience qui va avec, tous les brevets qui vont avec, qui nous permet d'avoir des machines qui sont fiables et donnent des pièces répétables. Donc voilà. Donc, comme je vous le disais, l'outillage est l'application, j'allais dire, phare de cette technologie. Donc après, dans l'outillage, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire énormément de choses en fait. On a différents matériaux, on a plus de 19 matériaux disponibles chez Stratasys. Et là, je vous en donne un petit exemple. Donc on a l'ABS, j'allais dire classique. On a l'ABS ESD qui est là pour pallier ou pour éviter les décharges électrostatiques, donc pour protéger toutes les applications électroniques. Donc là, vous voyez par exemple, c'est un objet qui va en ABS ESD qui va tenir un petit appareil électronique. On a le TPU qui lui est un élastomère et qui, par exemple, dans cette application, a un gabarit de posage, donc qui va éviter de rayer des pièces qui sont déjà peintes. Donc on va éviter de faire des rayures sur de la peinture. On a un DIRAN qui est le dernier né, j'allais dire, le dernier venu. C'est un nylon 6,6 qui est chargé en talc en fait, donc en poudre minérale, et qui va lui donner en fait une robustesse plus importante et qui va éviter d'endommager vos pièces. On a un matériau qui est soluble, qui va être utilisé pour faire des matériaux composites, ou en tout cas pour enrouler des fibres de carbone autour, et qu'on va pouvoir passer dans une première étape d'autoclave et qu'on va pouvoir après dissoudre tout simplement. Donc en fait, ici à gauche, vous voyez la pièce qui est imprimée et à droite, vous voyez la pièce finale, donc avec le corps qui a été dissous. On a du nylon aussi, 12, chargé en fibre de carbone, qui va, en fait, je reviendrai un peu après, mais la fibre de carbone va lui donner une extrême rigidité. Et par exemple, ça c'est un guide de perçage pour l'aéronautique. On a des matériaux encore plus techniques qui eux vont résister en température, par exemple l'Iltem 1010 qui lui va pouvoir passer complètement dans un cycle d'autoclave, donc à 7 bars et 180 degrés. Donc voilà, très bien aussi pour tout ce qui est application en fibre de carbone. Et l'Antero qui est un PEC, donc très similaire au PIC et qui va avoir une très bonne résistance chimique, par exemple notamment avec les hydrocarbures. Voilà. Donc je vous disais, je parlais de l'outillage FDM.
quel est l'intérêt aussi de la technologie Stratasys? C'est qu'on va pouvoir faire des grandes pièces. Et notre nylon chargé en fibre de carbone, il est chargé à 35% de fibres moyennes en fait, de 100 microns d'épaisseur. Donc c'est pas des fibres continues, mais c'est des fibres qui sont moyennes et qui vont vraiment améliorer grandement les propriétés et donner une grande rigidité en fait à notre nylon 12 chargé en fibre de carbone. Et pour vous donner un exemple, on a cette machine qui en fait déplace ou transporte des plaques métalliques de plus de 8 kg. Et avant, l'outillage traditionnel, ou en tout cas l'outillage, le bras de robot fabriqué en métal, a été remplacé par un outillage en fibre de carbone, en nylon 12 fibre de carbone. Donc on va avoir des pièces grandes, plus légères, et ce qui va donner plus de réactivité au robot, il va être plus rapide, et surtout il y aura moins de force, moins de puissance nécessaire pour le robot. Donc on va pouvoir sous-dimensionner le robot et avoir un robot qui est moins cher. Un autre exemple d'application, c'est par exemple l'emboutissage, puisqu'il y a une très bonne tenue en compression. Ok. Donc c'était un peu pour vous parler de la FDM, pour faire un peu un rappel. Dans ce webinaire, on veut plutôt se focaliser sur la technologie PolyJet, mais pour garder un ordre chronologique et pour parler un peu des mêmes choses au début, on va parler de l'outillage. Et d'abord, je voudrais présenter la technologie PolyJet telle qu'on l'avait jusqu'à maintenant. Donc principalement, c'est des résines acryliques qu'on va venir propulser, donc des micro-gouttelettes avec différentes têtes, donc jusqu'à 7 têtes différentes avec 7 matériaux qu'on va pouvoir combiner en même temps. Donc on va pouvoir faire du multimatière. Et ces résines acryliques, en fait, une fois qu'elles sont propulsées sur le plateau, elles vont être réticulées. Donc c'est un thermoset au final par des lampes UV. Donc là, vous voyez la propulsion des gouttelettes sur les différentes têtes en même temps, et après la réticulation par la lampe UV qui va venir juste derrière. Voilà. Donc je vous en parlais, on peut propulser, on peut avoir différents matériaux sur le plateau. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces différents matériaux? On peut faire surtout des matériaux numériques. Donc c'est-à-dire qu'on va mélanger un matériau, par exemple un matériau primaire ici qui est rigide, avec un matériau secondaire qui va être souple, et on va faire un matériau qu'on appelle numérique. L'idée aussi de la technologie PolyJet, c'est qu'on va avoir vraiment des fines couches, des fines strates. Donc on peut descendre jusqu'à 14 microns. On va pouvoir faire quelque chose d'extrêmement réaliste puisqu'on va pouvoir mélanger toutes ces couleurs. Donc je vous ai plus de 7 matériaux différents. Avec 5 résines, on va pouvoir faire jusqu'à 500 000 couleurs. Et une précision du coup accrue. Donc si je vous donne un exemple de matière numérique, donc par exemple on a le Rigure qui note un des matériaux rigides et l'Agilus qui est un des matériaux souples. Si on le mélange, on va pouvoir faire jusqu'à 12 combinaisons différentes de matériaux numériques. Donc 6 qui vont être plutôt rigides et 6 qui vont être plutôt souples. Donc par exemple au niveau du souple, on va avoir différents genres, et avec une certaine combinaison, on va pouvoir aussi avoir une simulation de polypropylène. Donc par exemple ici cet étui d'écouteurs. Donc juste pour faire un petit récapitulatif sur les applications outillage qu'on peut faire avec le PolyJet. Donc je viens de vous le dire, on va pouvoir simuler du polypropylène, on va pouvoir faire des modèles fonctionnels avec un fin niveau de détail. On va pouvoir aussi faire de l'étiquetage. Par exemple, vous avez une pièce, c'est très utile pour l'outillage, vous avez une pièce et dessus on va pouvoir directement mettre les inscriptions, lui donner un numéro de série ou juste donner des instructions à l'opérateur. On va pouvoir faire des moules, carrément des moules d'injection ou des moules d'injection pour le soufflage. On verra un cas client un peu plus tard. On va pouvoir faire des applications qui sont en cliquetables. On va pouvoir faire des composants de phare, donc avec des matériaux qui sont translucides. On va pouvoir faire aussi des chips de microfluidique. Et une application que je trouve particulièrement intéressante, c'est un gabarit de posage où on va pouvoir faire un surmoulage. Donc on a le gabarit de posage qui est rigide et on va venir faire un surmoulage de matériaux souples, donc ce qui va permettre de ne pas endommager la pièce.
Ok, donc ça c'était un peu pour l'aspect outillage, pour l'aspect ingénierie. On a vu que ça intéressait pas mal d'entre vous d'ailleurs dans le sondage au début. Mais le cœur de ce webinaire, c'est surtout de parler du design, parler de la couleur. Voilà. Et donc pourquoi on veut parler du design? Bah, en fait, le design, si on y réfléchit, il est un peu partout. Il est dans les bottes en caoutchouc, il est dans les montres, il est dans les fers à repasser. En fait, tout bien de consommation, mais pas seulement, va être pensé et va être designé, conçu pour aussi son esthétique. Donc le langage qu'on utilise ou que les designers industriels utilisent quand on parle de design, ils parlent de CMF. Donc ils parlent bien sûr de l'objet en lui-même, mais ils parlent aussi de couleurs, de matériaux et de finish. Donc par exemple, vous voyez cet objet, il a différentes zones, différentes parties de l'objet qui ont différentes couleurs, mais pas seulement. Différentes couleurs, aussi différents aspects. Donc par exemple ici, le dessus, ça va être un Pantone. On va lui donner une référence à ce noir, qui est un Pantone 419. C'est pas seulement un noir, c'est un noir précis. Et il va avoir un certain aspect, donc ça va être plutôt un matériau TPE, et avec un certain finish, par exemple, comment il a été fini, poli, quel est le niveau de finition. Donc ça, c'est important à comprendre, que toutes ces informations soient comprises dans, en fait, dans le processus de design pour pouvoir être bien compris. Donc, on va juste vous relancer un petit sondage. Donc, je vous propose de répondre pour voir un petit peu quels seraient vos blocages. Voilà, pour commenter un petit peu, voilà, on voudrait savoir, puisque vous êtes tous un peu dans la conception ou le design industriel, qu'est-ce qui vous gêne le plus dans votre activité? Quel est le point un peu barrage, frustration? Est-ce que vous en avez un petit peu marre de délais très longs dans la fabrication de prototypage? C'est plutôt le coût du prototypage qui peut être une barrière. Est-ce que même ce coût et ces délais font qu'en général, vous ne faites pas de prototypage? Ou est-ce que vous êtes limité dans le nombre d'itérations, soit parce que vous externalisez, ou que justement, si vous avez un prototypage qui peut être imprimé en 3D mais en monocouleur, eh bien, ça peut poser des questions assez compliquées au niveau de la prise de décision et de difficultés au niveau de communication en équipe sur le modèle, qui peut influer du coup sur les délais aussi de fabrication de la pièce finale. Je vois que ça bouge, c'est plutôt le coût qui est dominant, qui est même prédominant, j'allais dire. Ah voilà. Ok. Ouais. Et qui est lié aussi du coup au nombre d'itérations, puisque comme ça coûte cher, eh ben, on ne peut pas forcément faire des petites retouches, des rechanges justement sur nos prototypes. Puis aussi, le coût va être lié aussi au délai. Au final, on en revient un peu toujours au même. Donc, je sais pas si on peut repasser sur la présentation. Ouais, super. Donc, je vous le disais, les CMF, qui est important pour communiquer. Donc, déjà, qu'est-ce qu'un CMF? Donc, comme vous le disiez, le délai de fabrication d'une maquette, c'est un des défis du prototypage. Donc, qu'est-ce que le design traditionnel? En fait, ça va être quelque chose, une forme en mousse qui va être travaillée à la main, qui va demander du temps, de la main d'œuvre et au final, ouais, un coût supplémentaire. Donc maintenant, on a aussi l'impression 3D monocouleur qui va pouvoir aider à remplacer cette étape et à simplifier cette étape. Cependant, on va toujours avoir besoin de créer cette couleur, cet aspect, et il va y avoir quand même un travail à avoir par la suite. Donc forcément, peindre, faire tout le post-traitement, ça va demander de la place, ça
ça va demander du temps, encore de la main-d'œuvre. Des fois, ça va être externalisé aussi. Donc, ça va rajouter encore un temps et un coût supplémentaire. Et le troisième aspect aussi, c'est au niveau de la communication. Si vous n'avez pas un design qui est en couleur, ou si vous n'avez pas bien à visualiser en fait ce que vous voulez représenter, ça va être aussi un problème pour communiquer avec ses collègues. Donc ça, par exemple, c'est une photo qui a été prise dans un bureau de design aux États-Unis. Donc vous voyez en fait les modèles 3D qui sont monocouleurs, les différentes versions, et à côté leur CMF, c'est-à-dire leur rendu en 2D. Et donc le designer, il a vraiment besoin de faire en fait la superposition entre les deux, entre l'objet 3D et les couleurs, l'aspect, le matériau qui va être sur cet objet 3D. Et donc forcément, il y a une communication. Moi, ce que j'imagine sur cet objet, ça va pas être forcément la même chose que ce que vous allez imaginer. Donc on va pas forcément réussir à s'entendre très bien. Donc il y a un manque de confiance, une communication qui est pas forcément super efficace, oui, puisque j'imagine que cet objet il va avoir ce rendu, mais est-ce que ça va être le rendu final? J'en suis pas très sûr, puisqu'on n'a pas de couleur, pas d'aspect. Et un problème de propriété intellectuelle aussi, puisque quand on va en fait externaliser la fabrication de ce modèle, il y a un risque que la propriété intellectuelle se perde et qu'elle soit captée par la concurrence. Donc voilà, c'est un peu l'idée qu'on veut présenter, c'est le CMF et le 3D, tout en une seule fois. Donc un objet le plus réaliste possible. Et donc forcément, une meilleure facilité de communication, une meilleure confiance dans la prise de décision et ce risque de perte de la propriété intellectuelle qui est réduit. Donc si je fais un peu un résumé en fait de tout ce qu'on vient de dire, la méthode traditionnelle, c'est un temps de mise sur le marché qui va être plus long puisque ça va prendre du temps de juste externaliser la fabrication de ce CMF, de la sous-traitance, donc des problèmes de propriété intellectuelle, un manque de différenciation aussi puisqu'on va pas pouvoir investir forcément autant de temps et d'énergie dans un meilleur design que ce qu'on le voudrait, et aussi un problème de communication qui est inefficace et des procédures complexes aussi pour avoir des correspondances couleurs et des solutions personnalisées. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'apporte le CMF imprimé en 3D? Qu'est-ce qui est, j'allais dire, l'étape suivante pour un designer? Eh ben, la technologie PolyJet apporte une réponse à ça. Avec la technologie PolyJet, vous allez pouvoir avoir de la couleur, de la texture, de la souplesse et de la transparence imprimée en une seule fois sur un seul objet, sur un seul plateau. Donc vous voyez par exemple les nuances de couleurs qu'on peut avoir sur le haut. C'est une des possibilités, enfin en tout cas c'est un exemple. On va pouvoir avoir de la texture. Donc là j'ai carrément l'objet. Je sais pas si ça se voit bien, mais en tout cas au ressenti, c'est comme un tissu. Donc c'est pas juste de la couleur, c'est aussi il y a une déflexion 3D, j'allais dire, et un déplacement 3D qui est créé. Montrer aussi, par exemple, quand on parle de texture, donc là j'ai un pommeau de vitesse et là vous voyez un petit côté imité cuir que vous pouvez peut-être voir avec les coutures aussi. Voilà, je sais pas si on le voit bien. Voilà, avec un effet aussi un peu marbre, vernis. Voilà, ce genre de choses qui peuvent être faites aussi en une seule fois. Encore une fois, avec le côté texture qui donne tout de suite un ressenti. Exactement. Et sur cette pièce aussi, on pourrait aussi imaginer un côté souple, donc un espèce de surmoulage et un aspect en fait caoutchouteux rugueux. Tout à fait. Donc c'est vraiment l'idée qu'on puisse faire tout ça. Donc juste pour vous donner un peu un aperçu de toutes les applications qu'on peut faire, donc simulation de tissu, on vient juste de le voir, on va pouvoir avoir de la conceptualisation d'un objet, donc avec déjà intégré des couleurs, donc on a la forme, la couleur ensemble, on va pouvoir imprimer directement des images, donc par exemple des logos, par exemple une bouteille ici d'Orangina, on va pouvoir directement imprimer un logo sur cet objet. On va pouvoir avoir des couleurs qui sont plus vives, plus saturées.
comme dans cet exemple ici. On va avoir quelque chose qui va avoir une apparence un peu plus polycarbonate. On va pouvoir imiter des écrans, par exemple, en verre. Des imitations de cuir, hein, voilà, c'était aussi l'objet que présentait Anaïs juste avant. L'imitation verre, par exemple, sur flacon de parfum. Voilà, avec des objets à l'intérieur. Et une imitation bois aussi, comme l'a présenté Anaïs. Donc, j'ai envie de dire, c'est quasiment des possibilités sans fin. On va pouvoir faire du monocouleur, on va pouvoir faire du transparent avec le logo, par exemple, Stratasys à l'intérieur. Donc, on est vraiment avec quelque chose à l'intérieur. Des différentes nuances de couleurs, des différentes parois. Donc, par exemple, ici, des parois de 0,5 mm. Donc, on va avoir une différence des précisions ou des épaisseurs de parois différentes. Par exemple, un objet qui, vraiment pour vous montrer un peu la finesse, qui est reproduit la porcelaine. Des encres qui sont plutôt translucides. Des matériaux qui sont fonctionnels. Donc, par exemple, si on prend cet objet que je vous présente, en fait, on va pouvoir. C'est un objet aussi, c'est imprimé en une seule fois, mais qui est aussi fonctionnel. Donc, ça évite aussi des coûts d'assemblage. Et Pour donner toutes une les textures. petite, je te coupe aussi, d'un côté fonctionnel, on a par exemple ce boîtier d'écouteurs où on peut tester un petit peu l'ouverture, voilà. Bien sûr, ce sont des faux écouteurs, mais voilà, c'est imprimé en 3D tout ça. Et on peut ouvrir, fermer, peut-être avoir le bruit du clap, voilà, qui peut être un peu intéressant. Donc, c'est vraiment des possibilités presque sans fin qu'on peut avoir au niveau du prototypage et de ces designs. Donc, quelque chose d'autre encore pour, par exemple, du souple avec de la couleur, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire. Des textures, donc des textures, ce qu'on appelle, c'est des images et aussi ce déplacement qu'on va avoir en souple aussi, qui est possible. Donc, on a vraiment cet aspect bois, cet aspect carbone, cet aspect cuir, et cet aspect cuir qui va être aussi en fait malléable et souple. Pour le packaging, par exemple, ce qui est très couru, j'allais dire aussi, c'est tous nos matériaux qui sont transparents et l'effet vert. Donc, vous pouvez voir sur la droite avec des flacons de parfum, des flacons de vernis à ongles. Et donc voilà. Et aussi le transparent. Je crois qu'Anaïs, tu avais une petite pièce Ouais, pour montrer aussi les aspects phares. Donc quelque chose aussi ouais, qu'on a fait avec Audi. Si vous tapez sur internet Stratasys Audi, on a voilà. imprimé Donc, vous des. pouvez voir un petit peu plus. Tout ça, ça a été fait en une seule fois. Là, avec la lumière que j'ai, c'est dommage, on voit pas forcément. C'est quand même hyper translucide. On le voit peut-être pas trop bien à la caméra, mais tout ça, c'est fait en une seule fois, avec encore une fois la texture, un côté un peu verni si on veut. Voilà. Donc pour passer à la suite, voilà. Donc un peu pour revenir sur le cycle de conception. Donc on a vu toutes les possibilités qu'on avait avec la technologie PolyJet. Et si on vient un peu s'intéresser au cycle de conception, qu'est-ce que ça apporte l'impression 3D dans ce cycle? Ben, on va voir que si on se base sur un cycle classique, c'est un exemple par exemple ici, hein, on va définir les idées, on va avoir une réflexion, ça va prendre 1 ou 2 mois. On va avoir des premiers concepts qu'on va faire en mousse, en monocouleur par exemple. Ça va prendre encore 1 mois, on va en avoir 30, on va en avoir quelques-uns. Après, on va avoir peut-être un design un peu plus détaillé avec des impressions monocouleurs et commencer à avoir quelques rendus en fait. Et à la fin, vraiment à la toute fin, on va avoir 2 modèles qu'on va externaliser, qu'on va faire appel à un sous-traitant et 2 modèles vraiment de haute définition. Donc l'idée d'intégrer une solution d'impression 3D dans ce cycle, c'est qu'on va pouvoir faire plus de design, plus de modèles en un temps plus court et de meilleure qualité. Donc par exemple, au lieu de commencer avec des modèles en mousse, on va pouvoir directement commencer avec des modèles couleurs. Donc on va avoir
j'allais dire une effervescence, un brainstorming qui va être plus efficace au début, une communication plus facile puisqu'on va dire ah ben voilà, on va pouvoir déjà s'orienter sur quelle couleur on va avoir, sur quel aspect on va avoir, et puis on va peut-être développer avec encore plus de modèles des CMF détaillés. Et après on va pouvoir du coup avoir des modèles finaux plus tôt et pour moins cher. Donc c'est un peu l'idée, je vous montre en dessous un peu pour ce haut-parleur que je vous ai présenté juste avant. On a vraiment la forme, juste la forme, le monocouleur qu'on va pouvoir avoir. Et après, on va avoir quelque chose déjà avec l'écran. Et puis après, on va pouvoir se mettre d'accord sur quel genre de tissu, voilà, quel aspect le tout va avoir. Peut-être que je peux montrer, moi j'ai quelques modèles un peu comme ça de process, on va dire, fait tout en impression 3D. Donc là, par exemple, moi j'ai ce modèle de prototypage d'écouteurs que je vous ai montré. Donc ça, c'est le modèle un peu final, fonctionnel. Je peux vous montrer au début. On peut travailler sur la forme. Là, on travaille avec un matériau qui s'appelle Draft Gray, qui est vraiment voilà, quelque chose pour vraiment travailler sur la forme et vraiment avoir ce concept à l'origine. Ensuite, on peut travailler un peu plus avec un matériau, avec plusieurs coloris vraiment simples pour comprendre ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va poser notre marque, comment ça va s'ouvrir, etc. Travailler peut-être un peu plus sur les formes un peu plus sophistiquées. Et puis ensuite, on peut aller sur quelque chose comme visualiser un petit peu où est-ce qu'on va mettre justement à l'intérieur l'électronique. Donc tout ça, ce n'est pas une vraie carte électronique, hein, c'est tout imprimé en 3D. J'essaie de vous montrer, de vous l'approcher au plus. Voilà, avec les écouteurs qui seraient derrière, etc. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça donne si on a un modèle transparent. Et puis, avoir ensuite ajouté des coloris. Et là, vous pouvez vous amuser avec les itérations. Qu'est-ce qu'on veut, quelle couleur, où, la marque, est-ce qu'on la met bien là? Est-ce qu'on va mettre, on va faire un petit support ici pour bien montrer où est l'ouverture. Et puis voilà. Puis à la fin, vous avez donc votre modèle. Finalement, vous avez choisi ces coloris-là parce que avec votre équipe, vous avez pu communiquer plus facilement avec plus de modèles, plus de choix, et puis le fait que ce soit palpable, que ce soit tangible, voilà. Et avec des coloris, comme disait Adrien, on peut faire quelque chose, on va faire plusieurs modèles et avancer beaucoup plus vite. Exactement. Voilà, je vais un peu vite. Un autre aspect aussi de la communication, j'en ai touché un mot au début, c'est qu'on est les premiers à avoir une machine qui est validée Pantone en fait. Donc qu'est-ce que c'est Pantone? Pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est un langage de couleur, c'est un standard de couleur. Donc c'est un peu pour dire bon bah voilà quel est le bleu le bleu du ciel à Madrid, le bleu du ciel en Allemagne ou le bleu du ciel à Marseille. Ça va pas être forcément le même et pourtant on va utiliser le nom, bah voilà, un ciel bleu, un bleu ciel. Donc c'est pas exactement les mêmes références qu'on a et les couleurs sont aussi très subjectives. Donc l'idée c'est de travailler avec un langage, un standard sur les couleurs. Donc l'idée avec Pantone, c'est ça va être plus simple de combiner les couleurs, ça va être plus rapide et surtout on va être plus exact. Donc comment ça marche? Là, je vous fais un peu la comparaison entre un process traditionnel où il va falloir faire sa propre couleur Pantone. Bon, soit vous l'achetez chez Pantone, soit vous essayez de le reproduire vous-même. Et donc ça, c'est un process qui est assez long et qui est pas exact. Et puis si vous le faites aujourd'hui, votre mélange ne sera pas forcément le même demain parce que l'erreur est humaine et parce que suivant la lumière aussi, on n'a pas exactement le même ressenti. Donc là, vous voyez qu'ils essayent avec de la peinture de correspondre avec le nuancier Pantone que vous voyez sur la droite. Avec la technologie PolyJet, c'est beaucoup plus facile. Vous sélectionnez votre objet sur le plateau dans notre logiciel et vous cherchez le Pantone que vous voulez assigner. Et par exemple dans la catégorie Pantone Solid Coated, vous allez chercher votre bleu, ou vous allez chercher ici par exemple plutôt un marron, un Pantone 617C, et c'est la couleur qui va être imprimée. Donc si je résume un peu la comparaison entre un modèle traditionnel, une
méthode de fabrication traditionnelle et l'impression 3D, on va avoir, dans le cas de l'impression 3D, une mise sur le marché qui va être plus rapide. Parce qu'on l'a vu, on va pouvoir faire plus de modèles plus rapidement. On va avoir un flux de conception aussi qui va être facilité. Donc on va pouvoir produire tout type de modèles en une seule impression. On va avoir une meilleure communication. On va pouvoir palper le modèle, on va pouvoir le voir, on va pouvoir avoir un ressenti, on va pouvoir communiquer avec son équipe. Ça, c'est quelque chose de très important. Et un prototypage rapide, multimatière, multicouleur, plus réaliste, et une facilité aussi avec le langage Pantone. Donc juste pour vous dire un mot du flux de conception et du fonctionnement. Donc quand vous avez votre idée de design, vous allez d'abord le concevoir, vous allez concevoir votre CAD, par exemple sur SolidWorks ou avec Katia. Et une fois que vous avez votre forme, vous allez pouvoir le passer sur un logiciel qu'on appelle de rendering ou de rendu, par exemple comme Photoshop, comme Maya, comme Blender, comme Keyshot. Keyshot, on travaille aussi en coopération avec eux. Une fois que vous avez votre objet, ici on va préférer de plus en plus le format 3MF, parce que Stratasys, comme d'autres grands de l'impression 3D, ont formé un consortium pour développer un format de fichier avec toutes les informations à l'intérieur, la couleur, l'aspect, la forme. Donc si vous voulez, c'est un peu le STL 2.0. C'est la nouvelle version du STL avec beaucoup plus d'informations et un format simple et léger, facile à manipuler. Donc on va avoir ce format 3MF qui va être intégré sur notre logiciel. Et là, vous allez pouvoir faire des retouches si nécessaire. Sinon, vous gardez le fichier tel qu'il est, avec les textures telles qu'elles sont. Mais si vous avez besoin de dire que cette partie de l'objet doit être en Pantone 617, par exemple, et bien vous allez pouvoir le faire sur notre logiciel. Et une fois ça fait, on va pouvoir directement passer à l'impression. Par exemple, sur notre nouvelle machine qui est la J55, la dernière née, j'ai envie de dire, qui est sortie en avril et qu'on est très fier en fait de vous présenter puisque c'est 7 ans de recherche et développement. C'est une technologie unique au monde puisque c'est un plateau rotatif avec multicouleur qui est très compact, qui va pouvoir s'intégrer dans votre environnement de bureau. Donc là, vous voyez à peu près la taille de la machine. Donc c'est un peu un petit frigo par exemple. Et donc voilà. Et donc juste pour faire un petit résumé avant de passer une petite vidéo. Oups. Je crois qu'on a perdu la présentation. Bon, c'est pas grave, on peut passer la vidéo, c'est pas vraiment un problème. C'est pas un souci. Ah, Voilà. c'est la vidéo. Anaïs, Adrien, si vous voulez Ah, on est en mute, rallumer pardon. votre son. Excusez-moi. Allez-y. Donc on avait en fait on est passé de l'impression linéaire comme vous avez vu au début à une impression rotative. Donc vous voyez les différentes têtes d'impression avec les différentes couleurs, les différentes résines qui sont injectées, propulsées sur le plateau. Et donc on va avoir cette impression des pièces petit à petit en fait, couche par couche, et avec la tête d'impression qui va se déplacer sur le plateau. Donc on va vraiment avoir une impression qui est smooth, j'allais dire, qui Qui se est fait bien, fluide. qui est Ouais, fluide, tout à fait. exactement, merci. Ouais, il n'y a pas de À cause souci, du... excusez-moi. Vas-y Anaïs. Non, donc voilà, comme Adrien le commentait, il y a ce plateau rotatif avec un chemin d'impression qui est plus court, ce qui permet justement de ne pas avoir justement que la tête d'impression, en fait, elle est statique, le fait qu'il n'y ait pas de mouvement, donc permet justement une projection plus uniforme des matériaux, donc ce qui permet quelque chose de meilleure qualité. Donc vous voyez ce plateau qui est en train d'imprimer beaucoup d'objets. Donc, pour vous donner une petite idée, il y a 5 matériaux et un matériau de support qui est accessible sur cette imprimante. Donc, vous voyez, hein, vous pouvez faire tout un tas de produits.
Donc, comme vous pouvez voir, il y a une petite partie où on ne peut pas imprimer, c'est normal, mais vous pouvez quand même faire, donc pour tout vous dire, quelque chose comme en largeur 190 mm d'impression, en hauteur, je crois que c'est du 186 mm de hauteur. Donc, pour vous donner une petite idée, vous pouvez imprimer une paire de baskets, par exemple, taille 42, si vous le souhaitez. Pourquoi pas, ou les petits boîtiers que je vous ai montrés, les petits boîtiers d'écouteurs, vous pouvez très bien les imprimer en 28 fois, en 28 coloris différents, par exemple, si vous voulez parler avec votre équipe et se dire tiens, peut-être que je le ferai en rouge, peut-être que je le ferai en bleu, et pourquoi pas, et on peut imprimer 28 boîtiers, voilà, comme cela. Donc, pour vous donner un petit peu une idée, ce plateau rotatif, c'est encore une fois une première. Comme Adrien l'a dit, il y a eu quand même 7 ans derrière de recherche pour faire une machine qui soit compacte, adaptée à des environnements de bureau où il n'y a aucune odeur, où il y a un filtre, qui fait moins de bruit que votre frigo, hein, pour tout vous dire, et qui fait que vous puissiez l'avoir, que ce soit dans un cabinet d'ingénierie, dans un département de design d'une entreprise, dans les bureaux, absolument aucun souci. Exactement, donc on est très fiers de vous présenter cette machine. Je voudrais juste finir ce webinaire avec quelques exemples de cas clients qui parlent un peu d'eux-mêmes. Donc pour revenir un peu sur le flux de notre présentation, on a commencé avec l'outillage. Donc par exemple, on a le cas de Aero en Espagne, qui eux font du moulage par soufflage et donc qui impriment directement les empreintes de moule. Donc pour tout vous dire, donc là vous voyez les empreintes de moule qui ont été imprimées en polyjet. Là vous voyez sur le plateau de la machine, là vous les voyez directement insérés. Et ils ont pu produire 50 modèles de pré-série en moins de 5 jours. Donc vous voyez ici un prototype avec le matériau final, par exemple comme du PP. Qui va être directement moulé. On va avoir donc la possibilité aussi d'itérer très rapidement. Donc l'idée c'est que si vous sous-traitez vos moules à un mouliste, il va vous prendre plusieurs semaines pour vous imprimer le moule. Et si vous avez fait une erreur, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez le moule, vous vous rendez compte qu'il y a une erreur. Il faut le renvoyer. Il faut encore attendre plusieurs semaines. Ça va encore vous coûter de l'argent, alors que là, vous allez pouvoir itérer beaucoup plus rapidement. Donc, pour vous donner une idée, en fait, le temps d'impression de ce plateau a été de 17 heures. Donc, en moins d'une journée, j'allais dire, vous le mettez la veille au soir et le lendemain, à midi, vous avez vos pièces. Et ça, c'est encore dû au fait qu'on ait des matériaux digitaux. Donc là, c'est un matériau qui simule l'ABS. Un autre exemple, on passe en Italie, c'est pour les jouets. Donc là, ils ont vraiment utilisé le langage Pantone en fait pour communiquer entre eux et pour pouvoir imprimer les pièces. Donc là, vous voyez les pièces imprimées qui sont sur la droite. Et là, vous voyez par exemple le jouet final qui est commercialisé, qui est vendu. Donc voilà, ici là, le orang-outan ou le gorille. Et donc l'idée, c'est l'accélération de la prise de décision chez cette compagnie Giochi Preziosi. Si on passe à la suivante. Un peu plus proche de nous, l'Université de Bordeaux, c'est vraiment différent. Là, ils impriment des modèles couleurs pour, en fait, améliorer la compréhension du patient, de leur pathologie, pour les éduquer, mais aussi pour les docteurs, quand en fait, ils vont avoir le modèle 3D sous les mains, ils vont savoir où opérer, où couper, ils vont pouvoir faire un bilan préopératoire, mais aussi pour les étudiants, pour comprendre, pour une meilleure visualisation. Par exemple, aujourd'hui, soit on utilise des cadavres, soit on utilise des animaux pour les étudiants, pour qu'ils puissent s'entraîner. Mais là, ils vont pouvoir avoir vont pouvoir utiliser en fait des modèles réalistes imprimés en 3D avec personnalisable aussi. Tout à fait. Si je puis ajouter quelque chose, ici ce qui est intéressant, c'est que le CHU de Bordeaux a notamment fait une étude sur l'impact
des modèles imprimés en 3D sur les patients. Et en fait, on s'est rendu compte que d'expliquer aux patients leur pathologie avec ces modèles imprimés, ça les calmait et ça permettait vraiment, en phase opératoire, d'avoir des sessions plus courtes parce que les patients étaient plus calmes. Ils savaient ce qu'on allait faire parce qu'on met quand même nos vies entre les mains de gens, même si ce sont des professionnels, quand même, on se dit toujours qu'est-ce qu'ils vont nous faire. Et puis le fait qu'il y ait une planification préopératoire aussi fait que, comme tu dis, Adrien, on n'est pas obligé de retirer, par exemple, là, dans le cas d'une pathologie d'un cancer du rein, donc ce que vous voyez en rose, c'est le cancer. Et ben, on sait qu'on n'est pas obligé de tout retirer. On sait que on peut voir où sont les artères, les veines, les vaisseaux, et où est-ce qu'on peut couper, est-ce qu'on peut retirer moins, et ce qui fait qu'il y a une récupération beaucoup plus rapide. Et grâce à ces modèles imprimés en 3D, les patients repartaient quasiment le lendemain de leur opération. Donc aussi une économie de coûts pour le CHU en post-opératoire. Voilà. Exactement. Et voilà, meilleur résultat pour tout le monde, pour l'hôpital, pour notre sécurité sociale, et surtout pour le patient. Donc j'ai encore un petit exemple, on revient en Italie pour tout ce qui est mode. Donc là, c'est Florent Radica en fait qui vont tester différentes formes, différents aspects, différentes couleurs, vraiment quelque chose vraiment d'innovant. Il faut qu'ils soient à la pointe de l'innovation dans leur design. Et donc c'est la technologie PolyJet qui aura donné cet avantage, cette possibilité d'imprimer en multicouleurs, en multiformes, et donc d'améliorer leur processus de design. On a Ital Design, qui eux sont des fabricants de voitures. Donc là, on est sur du haut de gamme, du luxe. Donc c'est pour un concept car. L'idée, c'était pour le salon de Genève, ils voulaient des pièces très rapidement, des pièces qui simulent le marbre. Donc en fait, les pièces imprimées en 3D que vous voyez, ce sont celles-là, les pièces marbrées. Et donc en fait, les marbriers, pour juste fabriquer cette application, en fait, c'était très compliqué pour eux. Et la répétabilité était très mauvaise. Je pense qu'Anaïs peut vous dire aussi un petit mot. Je pense qu'elle a Ouais. suivi ce projet de près. Tout à fait, tout à fait. En fait, les marbriers travaillent par percussion. Donc déjà, il y avait vraiment une impossibilité de répétabilité dans le sens où d'avoir une précision dimensionnelle, c'était vraiment impossible. Comme vous voyez, il fallait que le marbre s'encastre bien justement dans la partie centrale du véhicule, ou même comme vous pouvez les voir, il y a aussi des espèces comment on appelle ça, de bouches d'aération qu'ils ont fait en contour effet marbre. Ça, c'était absolument impossible. Les marbriers disaient, ça va coûter extrêmement cher, on n'est pas sûr que ce soit possible, et surtout, pour avoir quelque chose comme ça sera pas prêt dans les mois qui suivent. Donc le gérant justement de R&D de Ital Design, qui est basé à Barcelone, devait aller en Italie la semaine d'après, savait pas trop comment faire. Et ils ont imprimé en 3D ces modèles, et en l'espace d'un week-end, ils avaient 4 bouches d'aération, ils avaient la partie centrale, aussi des pièces ornementales pour les côtés de voiture, et tout ça en un week-end. Il est parti avec ses bagages dedans, et en montrant, il y avait vraiment le ressenti quand vous voyez les pièces. Si un jour vous avez l'occasion de venir nous voir sur des salons qui ne seront pas virtuels, on espère très bientôt. On a souvent ces pièces en démonstration, et c'est assez intéressant de voir le ressenti du marbre quand on l'a dans les mains. On a vraiment l'impression d'avoir cet aspect qualitatif. Voilà. Et encore une histoire à succès là, justement, pour le design d'intérieur de voitures. Exactement, pour l'industrie automobile. Un dernier petit exemple, c'est Karcher. Voilà, c'est des biens de consommation. Donc, ce qu'ils ont voulu avoir, c'est vraiment l'objet au plus proche de l'objet final. Donc, vous voyez qu'ils ont intégré déjà, donc ils ont la forme du Karcher, de l'objet final, et ils ont aussi intégré leur logo et des couleurs, vraiment. Et puis pour avoir un test fonctionnel, pour voilà, avoir une prise en main du produit final. Voilà. Donc, en étant conscient du temps,
Je vous remercie beaucoup pour avoir assisté à ce webinaire. Si ça vous avait intéressé et si vous souhaitez continuer ou approfondir, on aura un webinaire sur la plateforme webikeo.fr si vous cherchez sur la chaîne Stratasys et où je parlerai avec Anaïs des couleurs et comment, par exemple, différencier l'aspect digital, les couleurs. Quelle est la différence entre des couleurs RGB, des couleurs digitales additives et des couleurs subtractives, des couleurs d'impression comme le CMYK. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous propose de nous rejoindre la semaine prochaine, le 23 juin. Et si vous avez d'autres questions plus précises sur nos machines, sur l'aspect Anaïs, je pense qu'il faut que tu passes au slide suivant. Je crois que tu as pris la main. Ah, alors non, j'ai pas pris la main, mais je Voilà. vais y aller. Ah, voilà. Voilà, si vous avez des questions un peu plus précises, ben, je vous propose de vous adresser à nos responsables grands comptes qui sont Johanna de Medina et Antoine Guyot, ainsi qu'à un de nos revendeurs Vision. Voilà, Voilà, et exactement. puis, Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à leur écrire. On est toujours là. On travaille en équipe et on est à votre disposition. Merci à tous les deux donc, pour cette présentation. Donc, je vous propose simplement de répondre à une dernière petite question de sondage. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, voilà, on peut répondre en direct ou on pourra répondre dans tous les cas après au cas par cas, voilà, de façon individuelle vers chacun. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous solliciter. Alors je lance juste une petite question. Exactement. Donc si vous avez des questions sur la présentation maintenant, je serais ravi de vous répondre. Donc je vois les résultats de sondage en même temps. C'est vrai que c'est assez partagé. On voit qu'il y en a quand même qui ont prévu d'investir. Je vais vous partager les résultats. C'est intéressant aussi dans une période d'incertitude pour tout le monde, que ce soit les industriels, les bureaux de design, nous-mêmes, voilà, avec ce que nous avons vécu et ce que nous continuons de vivre en ce moment, on ne sait pas trop où on est et c'est bien aussi d'avoir un aperçu de l'industrie. Voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à notre sondage en général. Donc voilà, moi de mon côté, je vous repartage donc juste une dernière slide en fait pour vous préciser qu'on va être présent donc au salon virtuel Additive Digital. Donc c'est le premier rendez-vous de l'impression 3D en France, le premier rendez-vous virtuel. Donc n'hésitez pas en fait à vous inscrire. C'est un rendez-vous qui est gratuit, qui est intégralement en ligne de 8h30 à 18h30 le 25 juin. Donc nous, on sera présents donc, à l'étage 2, à la table 3, pour des sessions de networking. Donc en fait, sur la journée, il va y avoir à la fois des petites conférences et des sessions de networking où vous pourrez échanger avec les différents partenaires qui sont présents sur la journée. Et donc Stratasys sera aussi présent donc, puisqu'ils sont en fait partenaires donc, de l'événement. Ils seront présents aussi dans les différents lounges. Tout à fait, Daphné. Donc nous, on est Stratasys est sponsor de ce salon virtuel, hein, et donc nous sommes présents. Vous verrez si vous montez sur la plateforme, sur tous les étages, vous verrez un lounge Stratasys. Et si vous voulez justement parler à Adrien et lui poser des questions directement, il y sera. Je sais que notre distributeur Vision aussi a une table virtuelle sur le premier étage. Donc pareil, vous pouvez communiquer avec eux ce jour-là. Voilà, on serait heureux de vous revoir. Donc j'ai juste une petite question, Adrien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel type de matière on peut utiliser avec la nouvelle imprimante? Alors la nouvelle imprimante, elle est vraiment concentrée sur le design. Donc on va avoir nos matières couleurs, donc le noir, le blanc, le cyan, le magenta, le jaune, le transparent. Voilà, et le draft gray en fait. Donc l'idée c'est vraiment de couvrir tout ce flux de conception, donc du modèle de base monocouleur jusqu'à un modèle CMF full color.
Exactement. Pour rappel, le draft gray, c'est ce matériau justement pour concevoir la forme et à vraiment porter son attention sur la forme au tout début du process. Voilà. Voilà, on va pouvoir, sur le plateau, on va pouvoir avoir jusqu'à 5 matériaux différents. Une autre petite question concernant tout ce qui est les outillages d'injection haute. Est-ce que vous avez quelle matière vous avez pu tester et qu'est-ce qui marche plutôt bien à l'heure actuelle? Alors, c'est l'ABS digital du coup. L'ABS digital qui est la matière à privilégier puisqu'elle va mieux résister en fait en température, en déflexion, en déformation par rapport aux autres. Donc c'est vraiment notre matière outillage, ingénierie, j'allais dire, c'est l'ABS digital. Ma question était plutôt centrée du coup sur les matières que vous injectez dans ces moules-là. Ah, pardon. Tout type de matière, il y a pas forcément de l'ABS, par exemple, du PP, du PE. On va pouvoir injecter à des températures hautes, en fait. C'est juste qu'on va être limité dans le nombre de cycles. Donc, c'est pour du prototypage, hein. On va pas faire de la grande série. C'est vraiment du prototypage ou de la pré-série. Donc voilà, toutes les matières thermoplastiques, j'allais dire basiques. J'ai pas toute la liste en tête, mais il y en a un paquet. Très bien. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, en tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Donc, vous aviez les contacts de Stratasys juste ici. Et puis, vous avez les nôtres également donc, sur la plateforme qui sont à la fin de la présentation. Donc, vous pourrez aussi retrouver à l'issue du webinaire. Donc, je vous invite à nous partager vos retours, vos suggestions, vos commentaires. Et puis, à bientôt pour une prochaine session de webinaire. Merci à tous. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir. Bonne Bonne journée. Au revoir. Au revoir. À bientôt.